Séance du 30 mars 2021, deuxième partie, qui va être, pour son commencement, consacrée à ce que j'ai annoncé tout juste à la fin de la partie précédente, à savoir une explication brève de ce paragraphe qui se trouve à la fin du passage de La République, livre 7, que vous avez, je l'espère, sous les yeux puisqu'il se trouve sur mon blog. Je lis ce paragraphe. Celui dès lors qui est réellement spécialiste en astronomie, dis-je, ne crois-tu pas que c'est dans le même état d'esprit qu'il portera ses regards sur le mouvement des astres? Il considérera que, sans doute, la plus belle façon possible de faire tenir ensemble de tels ouvrages, c'est bien celle qu'a mise en œuvre l'artisan du ciel, à la fois pour le ciel lui-même et pour les objets qui s'y trouvent. Mais s'agissant de la proportion de la nuit par rapport au jour, de l'une et de l'autre par rapport au mois, du mois par rapport à l'année, et des autres astres par rapport aux nôtres, et les uns par rapport aux autres, ne jugera-t-il pas absurde, selon toi, le comportement de celui qui estime que ces processus se produisent toujours de façon identique, sans jamais dévier en rien, alors qu'ils mettent en jeu un corps et qu'ils sont visibles, et qui croient bon de chercher par tous les moyens à saisir leur vérité? C'est ce paragraphe qui va nous permettre de comprendre, mais il ne fait que récapituler finalement ce qui a été dit dans les répliques précédentes de ce passage de La République. C'est donc ce paragraphe, disais-je, qui va permettre de comprendre cette affirmation extrêmement paradoxale qu'on trouve un tout petit peu plus loin dans le texte, presque à la fin, affirmation très paradoxale sous la plume de quelqu'un, Platon donc, qui a donné son nom, problème de Platon, à la façon initiale de poser le problème qui a donné naissance à l'astronomie, puisqu'on lit justement ceci. C'est donc en procédant par problème, dis-je, que nous étudierons l'astronomie, comme la géométrie, et ce qui se produit dans le ciel, nous le négligerons si nous voulons réellement, par notre fréquentation de l'astronomie, rendre utile, d'inutile qu'il était, l'élément qui dans l'âme est par nature apte à la pensée. Il est très étrange de lire sous la plume de quelqu'un à qui l'on doit donc la formulation initiale du problème astronomique, que ce qui se produit dans le ciel, nous le négligerons. Or, cette affirmation de Platon correspond tout à fait à ce que j'avais dit au début en introduisant à ce texte, à savoir que Platon lui-même ne s'est pas directement intéressé à l'astronomie, et que ce n'est pas pour former des astronomes, ni même dans le but de donner aux futurs gardiens de la cité une culture astronomique, qu'il a inclus cette discipline dans le cursus des études de l'académie. Je lis ce paragraphe donc. C'est dès lors celui dès lors qui est réellement spécialiste en astronomie, ne crois-tu pas que c'est dans le même état d'esprit qu'il portera ses regards sur le mouvement des astres? Il considérera que sans doute la plus belle façon possible de faire tenir ensemble de tels ouvrages, c'est bien celle qu'a mise en œuvre l'artisan du ciel. Alors, la plus belle façon possible de faire tenir ensemble de tels ouvrages. Commentons un peu cette expression. Faire tenir ensemble de tels ouvrages, c'est exactement ce que signifie l'expression que j'avais employée précédemment, et qui est l'expression dont je ne suis pas du tout l'inventeur, mais qui est l'expression classique dans le vocabulaire de la science et de l'épistémologie, sauver les phénomènes. Faire tenir ensemble de tels ouvrages, c'est-à-dire ceux qu'on admire dans le ciel. Faire tenir ensemble, c'est-à-dire proposer une représentation intellectuellement cohérente, un modèle cohérent qui rende compte de tous les phénomènes observables. C'est ça que veut dire faire tenir ensemble. Et faire tenir ensemble de tels ouvrages selon la façon qu'a mise en œuvre l'artisan du ciel. Qui est cet artisan du ciel? C'est celui que Platon
dans ce dialogue intitulé le Timée, l'un des derniers dialogues de Platon, et un dialogue qui a eu une très grande importance, qui a été beaucoup lu, qui a été énormément commenté, notamment au Moyen Âge, parce que c'était l'un des seuls dialogues qui servait de support à l'enseignement dans la continuité de la philosophie platonicienne. Le Timée est un dialogue qui rend compte, si vous voulez, de la constitution de la nature et de l'univers en général. Platon y met en scène ce qu'il appelle le démiurge, qui n'est pas un créateur, parce que le démiurge fabrique le monde, ce qui n'est pas la même chose que le créer, car créer veut dire faire advenir, produire à partir de rien. Et le démiurge ne construit pas, ne fabrique pas le monde à partir de rien, le démiurge le fabrique à partir, on va dire, d'une matière qui est dépourvue de forme, une matière informe, une espèce de magma initial, une sorte de matériau premier, mais dans lequel ne peut se discerner aucune structure, aucune forme, c'est-à-dire rien qui offre une prise à une quelconque intelligibilité. Le matériau primitif à partir duquel le démiurge platonicien fabrique le monde est un matériau dont la caractéristique essentielle est négative, à savoir qu'il ne comporte rien d'intelligible. Et que va faire le démiurge? Le démiurge va y introduire de l'intelligibilité. Il va l'informer, au sens étymologique de ce que veut dire ce verbe informer, y mettre de la forme. Comment va-t-il s'y prendre? Il va procéder, pour fabriquer le monde, l'univers, il va procéder en ayant le regard tourné vers le haut, mais vers le haut au sens métaphorique platonicien, c'est-à-dire vers les formes intelligibles, vers ces réalités ultimes, plus réelles que les réalités sensibles, ces réalités ultimes qui n'ont de statut qu'intelligible et qui sont principalement ici des essences mathématiques. C'est mathématiquement que le démiurge va procéder pour fabriquer, pour organiser le monde, d'où cette formule qu'on trouve chez Platon, qui se dit en grec ai otheos geometrei, ce qui veut dire toujours Dieu géométrise, mathématise. Qu'est-ce qu'il fait? Il géométrise, il mathématise cette matière informe, ce qui se dit en grec kora. C'est un magma, je l'avais dit, il est difficile de donner une image pour cette matière informe. Il informe cette matière en ayant le regard tourné vers les réalités intelligibles. Il va, si vous voulez, mathématiser le monde, et c'est ce qui rend compréhensible ce fait, que le monde nous est à nous intelligible par le biais et seulement par le biais des mathématiques, comme le pose déjà le problème de Platon et comme le répétera dans le fameux passage que j'ai déjà cité de Galilée, extrait de ce livre intitulé L'Essayeur. Le monde est un livre écrit en langue mathématique. Alors, c'est lui, l'artisan du ciel, qui met en œuvre cette belle façon d'organiser les phénomènes, le spectacle du ciel. Et c'est de cette belle façon que nous devons nous inspirer, c'est elle que par analogie nous devons reproduire dans notre manière de comprendre les phénomènes astronomiques. Vous noterez ici la présence d'un adjectif esthétique, cette belle façon. Eh bien, cela est très important parce que l'idée de Platon ici, c'est que l'intelligibilité converge avec la beauté, coïncide avec la beauté. La belle façon de faire quelque chose, c'est de lui donner une forme intelligible. Le non intelligible, cette matière informe à partir de laquelle le démiurge fabrique le monde, elle n'est pas belle, elle ne peut pas être belle, elle est informe, elle est même, on va dire, en deçà de la beauté et de la laideur. Et donc, on peut dire qu'il y aura d'autant plus de beauté dans une théorie scientifique, dans une spéculation intellectuelle destinée à rendre compte de la structure du monde, il y aura d'autant plus de beauté qu'il y aura d'intelligibilité et donc
par conséquent aussi de simplicité, car le simple est toujours le plus intelligible, le plus simple est le plus intelligible. Et c'est pour ça d'ailleurs que la beauté est un critère pertinent, bien que ce soit un critère esthétique a priori peu, je dirais, apparenté aux exigences de la science. L'exigence de la science, c'est la vérité. Et il n'est dit nulle part que la vérité soit belle. Mais une théorie qui vise à rendre compte en vérité des phénomènes, elle doit être belle parce qu'elle doit être la plus intelligible possible, la plus simple possible, ce qui fait que lorsque deux théories qui sont en mesure d'élever la même prétention à la vérité, euh, sont en concurrence, il est pertinent pour celui qui a à évaluer ces théories, sous réserve bien sûr que la cohérence logique de chacune soit garantie, sous réserve que ces deux théories soient au même niveau, en mesure de rendre compte des observations, c'est-à-dire de sauver les apparences, eh bien, il est pertinent pour celui qui a à les départager de faire valoir le principe de simplicité, de se conformer au principe de simplicité. Et du reste, les mathématiciens vous diront que la question de la beauté se pose, par exemple, pour une démonstration. Alors, ils ne disent pas exactement une belle démonstration, ils utilisent très fréquemment le concept d'élégance. Un mathématicien dira que telle démonstration est plus élégante qu'une autre, ce qui ne veut pas dire que la certitude à laquelle elle convient soit supérieure à celle que produit une autre démonstration. Mais cela veut dire qu'elle parvient au même degré de certitude plus rapidement en mettant en œuvre moins d'éléments, en mobilisant moins de connaissances préalables et en se présentant sous une forme plus brève. L'élégance, qu'est-ce que c'est en matière d'habillement, par exemple, en matière de conduite, en matière, par exemple, de démarche? C'est une espèce de combinaison entre l'efficacité et la simplicité. Voilà, l'élégance, c'est la vertu de ce qui arrive à concilier le minimum de moyens avec le maximum d'effets. Et c'est pourquoi le compliqué n'est jamais élégant. Le compliqué peut être intéressant esthétiquement, le compliqué peut être efficace, mais il est rarement élégant. Et donc, ce que veut Platon ici, c'est une représentation élégante, belle, du système du monde, parce que, en la recherchant, nous sommes assurés de satisfaire à une condition qui a présidé à la fabrication même de ce monde. Ainsi donc, celui qui est réellement spécialiste en astronomie considérera que sans doute la plus belle façon possible de faire tenir ensemble de tels ouvrages, de sauver les phénomènes, c'est bien celle qu'a mise en œuvre l'artisan du ciel, le démiurge, à la fois pour le ciel lui-même et pour les objets qui s'y trouvent. Le ciel, entendez la voûte céleste, la sphère des étoiles fixes qui est l'ultime et la plus éloignée, et tous les objets qui s'y trouvent, ce qui circule entre la Terre et la sphère des étoiles fixes. Mais, continue Platon, s'agissant de la proportion de la nuit par rapport au jour, de l'une et de l'autre par rapport au mois, du mois par rapport à l'année, et aux autres astres par rapport aux nôtres, et les uns par rapport aux autres, ne jugera-t-il pas absurde selon toi le comportement de celui qui estime que ces processus se produisent toujours de façon identique, sans jamais dévier en rien, alors qu'ils mettent en jeu un corps et qu'ils sont visibles, et celui donc qui croit bon de chercher par tous les moyens à saisir leur vérité. Qu'est-ce que nous dit Platon ici? Qu'il s'agit de produire un modèle mathématique le plus simple, donc le plus élégant possible, capable de sauver les phénomènes. Mais que sont ces phénomènes? Ces phénomènes sont précisément le rapport de proportion entre les durées respectives de la nuit et du jour, du jour et du mois et de l'année,
et les rapports entre les durées que mettent les astres les uns par rapport aux autres, par exemple, pour faire un tour complet du cycle du temps qu'il leur faut pour revenir au même endroit dans les constellations de l'écliptique, dans les signes du zodiaque. Or, tout cela, en effet, change. Tout cela change. Rien n'est stable. Rien n'est immuable. Rien n'est de l'ordre, si vous voulez, de l'éternité dans tous ces phénomènes. Pourquoi? Parce que ces phénomènes concernent des corps. Ils concernent des corps. Les corps sont des réalités qui appartiennent au monde sensible. Le monde sensible, nous l'avons déjà dit, même si je suis passé assez brièvement, il faut lire les dialogues de Platon, il faut lire La République, il faut lire le Phédon, il faut lire le Phèdre, il faut lire les plus beaux dialogues de Platon, et vous pouvez le faire, vous vous heurterez à des difficultés, mais ces difficultés ne sont pas insurmontables. Eh bien, avec les êtres sensibles, avec les corps, nous avons affaire à des choses qui ont, par essence, la propriété de changer, de varier, de ne pas être immuable, immobile, d'être très éloigné des caractères de ce qu'on appelle l'éternité. Alors que lorsque nous avons affaire aux objets mathématiques à l'aide desquels nous sauvons tout ce système de phénomènes extrêmement complexes, lorsque nous avons affaire aux objets mathématiques qui nous servent à sauver les phénomènes, là, en présence de ces objets mathématiques, en présence du cercle principalement, puisque tous les mouvements, nous le verrons, je vais bientôt y insister, tous les mouvements des corps célestes doivent être circulaires et uniformes, eh bien, lorsque nous sommes en présence des objets mathématiques, de la notion, par exemple, de cercle ou d'angle, ou des rapports, par exemple, de durée et d'espace, c'est-à-dire de vitesse. Eh bien, lorsque nous avons affaire à tout cela, nous sommes en présence de réalités immuables, éternelles, parce que ce qui se meut circulairement est de l'ordre du corps, de l'ordre du sensible, donc de l'ordre du mouvant, du muable, tandis que le cercle lui-même, le cercle mathématique, ce cercle-là, et aussi bien d'ailleurs plus tard l'ellipse, la parabole, l'hyperbole et n'importe quelle courbe, ça, c'est de l'ordre de l'immuable et de l'éternel. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'aucun corps céleste ne décrit jamais un cercle. Platon qui nous dit qu'il faut rendre compte des mouvements de tous les corps célestes, qui nous dit qu'il faut sauver les phénomènes uniquement à l'aide de mouvements circulaires uniformes, sait bien, il sait très bien qu'il n'y a pas dans le ciel de mouvements circulaires uniformes. De la même façon que nous devons savoir que si lorsque nous jetons un caillou dans l'eau, les rides de l'eau, les ondes dessinent des cercles, ces cercles ne sont jamais exactement circulaire. Et même le cercle le plus parfait, comme je l'avais dit, que vous puissiez tracer avec, par exemple, une machine, une imprimante très perfectionnée, ne sera jamais un cercle parfait, pour la bonne raison d'abord que le cercle mathématique est une ligne qui n'a pas d'épaisseur et que la ligne tracée possède une épaisseur, et pour cette autre raison aussi, que si vous braquez même une loupe, une grosse loupe, ou en tout cas au minimum un microscope un peu performant, vous verrez bien que la ligne qu'a tracée votre imprimante la plus perfectionnée n'est en rien régulière. Elle va présenter des irrégularités nécessairement. Il n'y a rien de circulaire dans l'univers des choses sensibles. Il n'y a pas de cercle. Vous ne verrez, vous ne toucherez jamais un cercle dans le monde sensible. Et c'est pour cela qu'il faut distinguer les objets du monde sensible que nous tentons de penser, dont nous tentons de penser les mouvements à l'aide d'objets mathématiques, de ces objets mathématiques eux-mêmes. Ces objets mathématiques ont le caractère de l'immuabilité, de l'immobilité, de l'éternité qui les rend accessibles à l'entendement et qui fait de ces objets des objets exclusifs de l'entendement, des objets auxquels on n'atteint que par la voie de l'intellection, des objets éternels, car
si le cercle que vous tracez sur le papier ou au tableau noir, si ce cercle a un commencement d'existence et une fin d'existence, le jour par exemple où vous déchirez la feuille, le jour où vous effacez la figure sur le tableau noir, et même si vous la laissez très longtemps, cette figure va probablement se corrompre, elle va petit à petit s'effacer, les courants d'air vont emporter un peu de la craie, et donc tout cela évidemment n'a qu'un temps, tout cela est éphémère, tout cela dure, et précisément parce que cela dure, cela ne peut pas rester, demeurer le même et identique, tandis que le cercle mathématique, lui, n'a ni commencement ni fin. Il n'a jamais commencé d'exister, il ne finira jamais d'exister, il n'a aucun rapport avec le temps, il ne peut pas se déformer, il ne peut pas s'user, il ne peut pas s'altérer, il ne peut pas se corrompre, il est hors du temps, il n'est pas concerné par le temps, et c'est ce que veut dire l'adjectif éternel. Et donc, comme la vocation de l'étudiant qui fréquente l'Académie de Platon est d'accéder à ces réalités éternelles, c'est seulement comme moyen d'y parvenir qu'on lui enseignera l'astronomie, et c'est pour cela que ce qui se produit dans le ciel, comme dit Platon, nous le négligerons. Nous ne voulons pas faire des astronomes, nous voulons faire, grâce aux astronomes, des mathématiciens, et grâce aux mathématiques, nous voulons faire des dialecticiens, c'est-à-dire ceux qui posséderont la science suprême, celle qui ouvre la voie à l'intellection des essences. Ce pourquoi, c'est donc en procédant par problème que nous étudierons l'astronomie, comme la géométrie. C'est en procédant par problème. Les étudiants de l'Académie platonicienne, évidemment, on les sortira la nuit pour leur montrer le ciel étoilé. Ils observeront durant le jour les transformations de la figure du gnomon planté dans... Il y a sûrement un cadran solaire quelque part dans l'Académie de Platon. On les sortira la nuit pour leur montrer le ciel, le mouvement des étoiles, ce mouvement circulaire. On leur fera noter chaque nuit l'emplacement de telle ou telle planète dans les signes du zodiaque, certainement, mais on les ramènera le plus clair de leur temps aux problèmes mathématiques que soulève la nécessité, l'impératif de faire tenir ensemble tout cela, c'est-à-dire de sauver les phénomènes. Voilà ce que signifie pour Platon l'enseignement de l'astronomie à l'Académie. Voilà ce qu'est, si vous voulez, la signification spirituelle de l'astronomie. Alors évidemment, la contemplation du ciel nocturne, et j'avais consacré beaucoup de temps au début de ce cours, souvenez-vous, pour ceux qui y avaient assisté à ces questions d'esthétique, cette contemplation a également une valeur spirituelle. Il ne fait aucun doute que la sensibilité à la beauté, la sensibilité à ce qu'a de sublime le ciel étoilé, possède une valeur spirituelle sur laquelle, par exemple, avait insisté un Kant dans les passages que j'ai étudiés de la critique de la faculté de juger ou de la conclusion de la critique de la raison pratique. Mais ce que Platon vise, c'est autre chose. Il est sans doute possible d'accéder à cette signification spirituelle intellectualiste de l'astronomie à partir de la contemplation esthétique. Mais la contemplation esthétique n'y suffira pas. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, un enseignement bien pensé de l'astronomie devrait être conçu, non pas pour parler aux élèves des dernières découvertes de l'astrophysique ou de la cosmologie. Elle ne devrait pas être consacrée à leur parler des trous noirs, de la courbure de l'espace-temps, de la théorie des cordes, qu'il sera bien temps pour eux de découvrir plus tard, lorsque disposant d'une solide instruction de base en astronomie élémentaire, ils pourront continuer de faire ce qui s'appelle se cultiver, s'informer grâce aux différents moyens disponibles, des revues de vulgarisation, des émissions de radio ou de télévision, peu importe. Mais d'abord, l'instruction élémentaire et instruction élémentaire destinée à former l'intelligence
et l'intelligence, je l'avais dit, parce que c'est un pléonasme abstrait. Voilà. J'en ai terminé avec cette explication du passage de la République et j'en profite pour renouveler mon, mon injonction, du moins mon conseil, excusez-moi, je n'ai pas d'injonction à vous donner, mais mon conseil, ma suggestion de lire l'intégralité de ce dialogue La République. C'est un merveilleux voyage, c'est un magnifique parcours dans lequel il ne faut pas oublier que l'objet est la recherche d'une définition de la justice. L'objet de la République, c'est de chercher une définition de la justice. Ce n'est pas, au premier chef, de produire un modèle d'État parfait. Alors bien sûr, il est question de l'État parfait. Cet État parfait s'y trouve même, dans une bonne mesure, décrit, mais cela va beaucoup plus loin. Et vous le comprendrez lorsque, parvenu tout à fait à la fin de ce texte, au livre 10 de la République, vous lirez ce magnifique passage qu'est le mythe qui achève, qui clôt la République, le mythe d'Air, le Pamphilien, ressuscité d'entre les morts et qui nous raconte ce qu'il y a vu, ce qu'il y a vécu. Mais je vous laisse découvrir ce texte. Alors, je vais venir maintenant au troisième moment de cette quatrième partie, consacrée donc à des éléments d'histoire de l'astronomie. C'est le point 4.3. Je vais évoquer les évolutions qu'a connues l'univers grec des deux sphères. Et donc, j'intitule ce point 4.3 l'univers grec des deux sphères. Vous avez toujours, je le répète, le plan sur mon blog. Et le premier moment, 4.3.1, je le consacre à expliquer, à exposer plutôt brièvement, ce qu'ont été les bases de la résolution du problème de Platon. Donc j'intitule ce point 4.3.1, les bases de la résolution du problème de Platon. Car un problème scientifique, de même qu'un problème philosophique, un problème politique, un problème esthétique, ne se pose jamais à partir de rien. Il ne tombe jamais du ciel et il n'atterrit pas là, sous nos yeux, je dirais, en état d'extraterritorialité. Il y a un contexte, il y a des données à partir desquelles vont être disposés les éléments qui pourront être mobilisés pour le résoudre. Alors, quelles sont les bases de résolution du problème, les bases sur lesquelles va intervenir la résolution du problème de Platon? Alors, il y a d'abord des bases observationnelles. Il y a des bases observationnelles. Il y a des bases qui tiennent au fait, tout simplement, que le point de départ, ce sont les phénomènes qu'il s'agit de sauver, donc ce qu'on observe, et avec cela, bien entendu, on ne peut pas transiger. On ne peut pas, si vous voulez, tricher. Alors, la triche, la fraude, la truanderie, ça existe dans le monde scientifique, car nous l'avons fait, nous autres élèves de lycée, en travaux pratiques de physique. Vous savez, quand nous tracions la courbe à partir des points que nous avions soigneusement notés sur le papier millimétré en observant au cours des travaux pratiques, et lorsque nous constations qu'un point était un petit peu situé trop loin de la courbe, nous effacions discrètement le point afin que ça corresponde mieux, que notre courbe corresponde mieux à ce qu'on appelle le nuage de points. Et il arrive aujourd'hui, malheureusement, encore beaucoup plus qu'on ne croit d'ailleurs, mais peut-être pas suffisamment quand même pour discréditer totalement l'entreprise scientifique, mais il arrive encore, malheureusement, trop souvent, que des chercheurs, pour des raisons alors bien sûr extra-scientifiques qui peuvent être d'ordre très divers, eh bien que les chercheurs tout simplement trichent avec les données. Il arrive que des données expérimentales ou observationnelles soient tout simplement falsifiées, truquées. On a vu des scientifiques rentrer nuitamment dans leur laboratoire pour aller y tripatouiller
des manips afin que le lendemain matin, quand tout le monde reviendrait, les choses soient plus, je dirais, cohérentes avec ce qui était supputé, anticipé, prévu et donc souhaité par le chercheur en question. Mais avec l'observation, avec les données, avec les phénomènes, on ne triche pas. Et si on ne triche pas, on ne transige pas. Et si on triche, eh bien évidemment, on ne sauve plus les phénomènes. Donc il y a des bases observationnelles. Et puis, il y a d'autres bases, celles qui viennent de l'horizon général de la culture dans laquelle baignent ceux qui auront à affronter le problème auquel donc ils sont confrontés, que ce soit un problème scientifique ou d'une autre nature, d'un autre ordre. Alors, ce qui va caractériser l'émergence de, je dirais, du modèle scientifique en astronomie, c'est une indépendance immédiatement très forte vis-à-vis de toute contrainte imposée par le contexte religieux. Alors ça, c'est certain. Les premiers modèles disons, d'univers seront, à quelques exceptions près, et ces exceptions disparaîtront assez rapidement au fur et à mesure que le temps passera, elles seront ces premières propositions scientifiques libres vis-à-vis de toute espèce de mythe ou de représentation religieuse. Alors commençons par les bases observationnelles. Dans la Grèce des 5e et 4e siècles avant notre ère, certaines observations simples avaient déjà établi avec certitude le caractère sphérique de la Terre, la sphéricité de la Terre. Les Grecs de l'époque de Platon, d'Aristote, ils savaient très bien que la Terre était une sphère sans attache, libre, suspendue dans l'espace. Ça, ils le savaient, et ils savaient qu'elle était sphérique. Alors, comment le savaient-ils qu'elle était sphérique? Il y avait à cela plusieurs raisons. Par exemple, ils avaient constaté que lorsque les navires s'éloignent du rivage, leur coque disparaît avant que ne disparaissent les gréements de ces navires. Et que si on les regardait par temps suffisamment clair, on voyait bien cette différence. Ils avaient aussi constaté, par exemple, que les observations astronomiques changeaient avec le déplacement selon la latitude. Ils étaient tout à fait conscients de cela. Ils avaient aussi observé l'ombre de la Terre sur la Lune lors des éclipses, car ils s'étaient bien doutés assez rapidement que les éclipses de soleil, les éclipses de Lune étaient dues à l'interposition à l'ombre de la Terre. Ils avaient aussi observé les éclipses de soleil. Ils avaient bien vu que la Lune avait un profil circulaire, et donc l'analogie entre l'éclipse de Lune et l'éclipse de Soleil suggérait bien sûr la sphéricité de la Terre. Ensuite, une autre expérience observationnelle, enfin une autre donnée observationnelle s'imposait avec une évidence totale, c'est le caractère central de la Terre. Le caractère central de la Terre, puisque tout tourne autour d'elle. Tout tourne autour d'elle. Enfin, dernière évidence d'observation, l'immobilité de la Terre. Nous avons les pieds sur Terre, elle est stable, tout bouge autour de nous, tout se meut, et tout se meut circulairement. Nous sommes ici bien fixés au centre de tout ça. Et voilà donc les bases observationnelles sur lesquelles va s'établir le traitement du problème de Platon. Ensuite, point 4.3.1.2, il faut ajouter les bases métaphysiques et mystiques qui toutes se résument à peu près à ceci: le privilège consacré à la circularité. Le privilège consacré à la circularité, les mouvements du ciel sont circulaires. Alors, cela vient, je l'avais dit, ça vient principalement et probablement même exclusivement de l'héritage pythagoricien. Pythagore tenait les nombres, mais aussi les figures géométriques obéissant à
une hiérarchie de valeurs. Eh bien, le cercle dans l'ordre des lignes, la sphère dans l'ordre des volumes, jouissent de ce privilège de la suprématie dans le domaine des figures. Pourquoi? Parce que le cercle et la sphère possèdent des caractéristiques cohérentes avec deux idées que la mentalité spéculative des Grecs exclut radicalement. La première, c'est celle-ci. La première idée que le grec ne peut pas accepter, c'est que l'univers pourrait gagner quelque chose à être infini. L'infini, c'est le non-fini, c'est le pas fini. C'est l'inachevé, c'est donc l'imparfait. C'est l'imparfait, le temps de l'action non achevée. Or, la prétention à donner à l'univers le caractère de l'infinité paraît aux Grecs violemment attentatoire à l'idée qu'il soit parfait. Alors, l'idée d'un univers infini a surgi en Grèce assez tard, au IIIe siècle, alors, du moins au IIIe siècle avant Jésus-Christ, elle est affirmée de façon nette chez Épicure. Elle est probablement aussi présente chez Démocrite, qui est contemporain de Platon, mais c'est une exception. Et c'est une des raisons certainement qui conduira au rejet de cette opinion des premiers atomistes matérialistes de l'Antiquité. Et donc, pour un grec, l'univers devant posséder le caractère de la perfection, il ne peut pas être infini, il doit être fini. Or, le cercle, la sphère sont des images de la finitude, de la clôture sur soi, de l'achèvement. Par ailleurs, une autre idée qui était étrangère à la mentalité grecque, c'est celle du progrès. L'univers n'a pas à être le lieu d'un changement qui le conduirait vers le progrès. Eh bien, le cercle et la sphère sont l'image de l'immobilité, l'image de la fixité, et c'est pourquoi même un mouvement circulaire est encore une certaine forme d'immobilité, puisque tourner en rond, c'est rester sur place. Lorsque vous dites, lorsqu'un intervenant dans une conversation, dans une discussion, dans un débat, dans une recherche, dit « nous tournons en rond », c'est pour dire « nous n'avançons pas ». Eh bien, l'univers n'a pas vocation à avancer pour un grec. Il ne gagne rien à avancer, même sous la forme d'un progrès. Il gagne beaucoup plus à être clos sur lui-même, dans l'immobilité, dans la stabilité, états qui sont les plus proches de l'éternité. Alors, on a beaucoup finalement moqué ce privilège attribué à la circularité et à l'immobilité du reste, par exemple, lorsque Galilée s'en prendra à l'astronomie, à la cosmologie aristotélicienne, il fera remarquer qu'il n'y a pas de raison d'attribuer un caractère particulièrement privilégié à la forme sphérique. Et cette forme sphérique perdra son privilège avec Kepler, le premier à affirmer, celui qui découvre que les trajectoires des planètes autour du Soleil sont non pas des cercles, mais des ellipses. Seulement, il faut bien comprendre que ce privilège accordé à l'immobilité a un sens, il a une valeur, comme le fait remarquer Alexandre Coiré, cet historien des sciences dont j'ai déjà parlé, comme le fait remarquer Alexandre Coiré, l'immobilité, c'est la science. C'est ce que je disais tout à l'heure, à partir de Platon et du passage de la République. Chercher à comprendre un phénomène, c'est le ramener à une loi. Cette loi, elle exprime un rapport nécessaire et universel entre des phénomènes, et ce rapport doit être immuable. Et si nous apercevions qu'une loi changeait, ce que chercherait la science, si elle s'apercevait que, par exemple, petit à petit, la constante gravitationnelle de Newton, par exemple, décroît ou croît, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle chercherait la loi invariable de cette variation. L'immobilité
L'éternité, c'est, si vous voulez, l'élément de la science. C'est l'élément dans lequel elle se meut. Il n'y a de science, disait Aristote, que de l'universel, alors qu'il n'y a pas pour le particulier que des descriptions, ce que vient de dire Platon aussi dans le passage de la République que j'ai examiné. Il n'y a de science que de l'universel, il n'y a de science que du nécessaire, il n'y a de science que de l'éternel. Et cela nous renvoie à la distinction, comme faisait Cournot, souvenez-vous, entre nature et monde, entre série physique et série cosmologique des sciences. Alors, je m'arrête ici et je ferai une brève allusion dans le point prochain aux théories rivales de l'univers des deux sphères. Il n'y en a pas eu beaucoup et je passerai rapidement. Ensuite de quoi je m'intéresserai au premier modèle, au premier système astronomique produit dans le contexte de cet univers des deux sphères, à savoir le modèle Eudoxe. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Ah, un dernier mot, si j'ai le temps, si Zoom ne me coupe pas, je vais essayer d'alimenter un peu les vidéos sur les thèmes hors programme, puisque vous avez ça disponible sur la vidéo de l'UTL. Je vais essayer de mettre quelques exposés hors programme dans le répertoire assez volumineux de conférences que j'ai accumulé depuis une quarantaine d'années. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.